Bienvenue à toutes et à tous pour célébrer cette 4e édition de la Journée mondiale de la sensibilité qui a été initiée donc par Saverio Tomasella par une pétition au départ et voilà qui a été validée dans le registre des journées. Oui, excusez-moi, je lis le commentaire du coup qui tombe. Donc, bienvenue à toutes et à tous. Et puis, nous sommes ravis donc de réunir ces personnes qui vont nous parler de l'hypersensibilité, ces spécialistes un peu de l'hypersensibilité. Donc, je vais commencer par Charlotte. Alors, Charlotte Wills qui écrit plusieurs livres sur le sujet, Itinéraire d'une ultrasensible aux éditions Le Duc. Elle a écrit 2 livres avec Saverio Tomasella. Et puis, récemment, donc, elle a participé à l'ouvrage avec Maurice Barthélémy, Fort comme un hypersensible aux éditions Michel Lafon. Alors, merci infiniment, Charlotte, d'être avec nous. Alors, tu es coach spécialisé pour les hypersensibles et puis tu as le site, donc, les hypersensibles. Merci, Charlotte, d'être là. Moi, je ne pouvais pas imaginer, franchement, fêter la Journée mondiale de la sensibilité sans faire quelque chose avec toi. Merci à toi, Alban. Merci pour ton invitation. Vraiment. Et voilà, au départ, effectivement, il était envisageable que je vienne en Suisse. Et puis, avec tout ce qui se passe, les conditions sanitaires, j'ai de manière anticipée préféré renoncer à à ce voyage. Donc, c'est un grand plaisir. Alban a proposé effectivement d'organiser ça de manière virtuelle. Je suis très Ça permet effectivement d'organiser une alternative. Et je pense que du moment que, comme on a les deux maintenant, on aura le présentiel ce soir et qu'on a aussi le virtuel, je pense que ça permet de rassembler plus de gens et de rallonger la fête. Moi, je trouve que c'est très bien. Oui, merci beaucoup. Alban, tu veux continuer les présentations? Allô. Alban? Peut-être pas. Oui. Alban, tu veux continuer les présentations? On t'entend plus, Alban. Oui, j'avais plus d'image, j'avais plus rien. J'ai été coupé de Zoom à mon tour. Enfin, je dis à mon tour parce que tout à l'heure c'était Christine qui avait des problèmes pour apparaître, mais c'était avant d'être en ligne. Mais voilà, là c'était moi donc j'ai été coupé, donc je sais pas trop ce qui s'est dit. Mais si on continue le tour, après Charlotte forcément, je vais m'adresser à Maurice, donc qui est son co-auteur avec donc le livre Fort comme un hypersensible. Alors Maurice. On va pas le présenter, je pense que vous le connaissez, on le connaît comme comédien, comme auteur, comme humoriste, comme réalisateur de films. Et puis, Maurice, il a donc écrit Fort comme un hypersensible aux éditions Michel Lafon, qui est sorti l'année dernière, et puis qui en a fait un spectacle, il a déjà joué à Paris et qui va jouer bientôt en tournée. Alors, merci beaucoup, Maurice, d'être avec nous ce matin pour ce partage, pour célébrer cette journée. Merci à vous, ça fait très plaisir d'être parmi vous. Je ne fais pas partie des spécialistes de l'hypersensibilité, ou en tout cas de ma propre hypersensibilité, mais en tout cas, voilà, si je peux apporter mon point de vue et mon expérience, c'est avec plaisir et c'est toujours une grande joie de participer à vos réunions. Merci Maurice. Et puis donc à Daphné, alors Daphné aussi, coach pour les hypersensibles avec un parcours assez étonnant. Puisque au départ, enfin, tu te destinais vers autre chose et puis tu as été appelé vraiment pour cette vocation, j'ai envie de dire, d'aider les hypersensibles, de les accompagner. Alors merci beaucoup Daphné d'être avec nous. Daphné qui aurait pu aussi, comme Charlotte, être à Lausanne cet après-midi en présentiel. Merci en tout cas pour ton invitation et je suis ravie de pouvoir être là ce matin pour des raisons que Charlotte vient de citer. Je ne pourrais pas être là non plus à Lausanne, mais en tout cas, je suis très heureuse d'être parmi vous ce matin et je trouve ça magnifique d'avoir une journée dédiée à l'hypersensibilité et de le fêter tous ensemble. Donc, merci encore une fois pour votre présence lumineuse à tous et à toutes. Voilà, puis ce tour de table, normalement, je vais continuer avec Christine, mais Christine a disparu à son tour. Donc, voilà, Christine Leclerc-Scherling qui œuvre avec moi dans l'association Surdouessance et qui nous avons écrit un livre, notamment avec aussi Saverio Tomasella, Main dans la main vers un monde plus sensible. Christine, j'espère qu'elle va revenir bientôt. Enfin, je sais pas, peut-être il y a
des soucis un peu de connexion, je ne sais pas pourquoi, comme ça. Ben bon, enfin, si ça fait comme moi, c'était parti tout seul et c'est revenu tout seul. Donc, j'espère que ça va faire comme ça. Sinon, ben, je ne sais pas s'il y en a un de vous trois qui veut commencer à poser quelque chose pour cette journée. Ah, je sais, c'est un peu embêtant. En plus, on a posé comme ça, personne ne va y aller spécialement en premier. Alors, Charlotte, je t'ai présenté en premier, donc si tu veux dire quelque chose en premier. Par rapport à cette journée, ben, je trouve que c'est toujours bien voilà, de consacrer un temps, une journée pour l'hypersensibilité. Par rapport, moi, ce que je pense, ce qui m'intéresse vraiment, c'est de faire intervenir les gens et qu'ils puissent poser des questions. J'aime beaucoup les interactions avec les gens parce que finalement, l'hypersensibilité, maintenant, voilà, on en parle énormément. Il y a de plus en plus d'articles. Il y a la pièce de Maurice. Donc vraiment, au niveau de l'information, les gens reçoivent énormément d'informations. Et c'est bien de pouvoir du coup répondre directement à leurs questions. Donc c'est avec grand plaisir voilà, qu'ils peuvent envoyer les questions dans le chat pour qu'on puisse y répondre. Oui, n'hésitez pas à poser des questions dans le chat. De toute façon, même si on n'y répond pas tout de suite, on y reviendra. Christine, tu es là? Oui. Oui. Voilà, j'ai changé. Apparemment, on ne peut pas être deux sur le Wi-Fi et sur le même code. Voilà. Je vous retrouve. Ok. On a donc fait les présentations, c'est bien juste? Oui, bah, puis Charlotte, donc bah, j'ai passé la parole un peu à Charlotte en t'attendant, voilà. Parfait. C'est ça que je réponds aux questions, parce qu'il y a toujours des personnes qui, voilà, si vous me voyez un peu concentré là, c'est qu'il y a toujours des personnes qui me redemandent le lien, tout ça. Voilà. D'accord. Donc, l'idée vraiment, c'est de célébrer cette journée et puis vraiment d'en faire une fête où en fait on peut se retrouver et puis on peut quand même aussi reconnaître le fait que c'est un tiers de la population et puis que c'est beaucoup de gens qui sont sensibles. C'est tout le monde qui est sensible, certaines personnes qui sont très sensibles. Et puis la question, c'est comment est-ce qu'on peut vivre ensemble notre sensibilité. J'aimerais aussi commencer avec Charlotte pour poser une question parce que la première fois que je t'ai rencontrée, Charlotte, l'année dernière à Paris, j'étais très touchée par la manière dont tu décrivais accueillir ces émotions et pas les contrôler, pas les gérer. Il n'y avait pas cette idée que c'était quelque chose à mettre dans des tiroirs et puis bien organiser et puis faire plaisir à tout le monde et puis s'adapter. Alors, si tu pouvais nous en dire un petit peu plus, on va commencer par accueillir notre émotion, accueillir notre sensibilité et puis en même temps accueillir tout le monde. Merci. D'accord. Merci beaucoup pour ta question, Christine. Alors, lorsque je dis que en fait, l'idée, c'est d'accueillir sa sensibilité et donc d'accueillir ses émotions. Parce que, en fait, d'accueillir ses émotions, toutes les émotions sont des messages, en fait. Et donc, les émotions sont des messages et de vouloir refouler une émotion et quelque part, en fait, refuser d'entendre le message que cette émotion, elle veut vous donner. Il y a un outil qui est très beau en PNL, qui est l'intention positive de l'émotion, c'est pour aller décrypter, en fait, le message de l'émotion. Parce que le message de l'émotion, par exemple, quand on ressent une colère, eh ben, en fait, on va s'arrêter à le fait que, ben voilà, socialement, c'est pas bien vu de se mettre en colère. Socialement, c'est pas acceptable quand une personne dans un lieu public se met en colère. Alors donc, du coup, il va être stigmatisé. Mais cette colère, elle veut dire quelque chose. Et c'est de pas s'arrêter à la surface et, si vous voulez, à la périphérie de cette colère, juste à l'aspect visible. Il y a un aspect invisible qui est la partie immergée, en fait, de l'émotion, qui veut dire quelque chose et qui est tout à fait légitime. Sauf que si on veut la faire taire, cette colère, en fait, ça nous empêche d'entendre son message. Donc,
en ça où, évidemment, je prends la colère parce que c'est celle qui, le plus souvent, va être quelque chose qu'on va chercher à réfréner. Parce que, encore, que ce soit dans les entreprises ou dans les lieux publics, c'est quelque chose voilà, qui ne va pas être... tout de suite, il va y avoir les regards qui vont se tourner sur nous, tout de suite, il va y avoir une stigmatisation sans savoir exactement. Ce qu'on va retenir, c'est le comportement extérieur de la personne. La personne, si vous voulez, il y a un message à l'intérieur qui doit être écouté, entendu et qui est forcément légitime. Donc, c'est en ça où vouloir maîtriser, retenir ses émotions, c'est quelque part réfréner encore et encore et encore cette sensibilité et donc ces émotions qui, en fait, veulent dire quelque chose. Ce que j'entends, c'est un vrai dialogue avec ces émotions. Donc, c'est les accueillir entièrement, leur donner leur place, sans leur en donner trop, mais leur donner une place au milieu de tout le reste. C'est ça. Effectivement, sans leur donner trop, parce que cette colère, elle va pouvoir s'exprimer, mais s'exprimer, et effectivement, après, ça va être de dialoguer avec elle, d'écouter ce qu'elle veut dire, comprendre son intention première, parce qu'elle a toujours une intention positive, et une fois qu'on a compris cette intention positive, on peut du coup, alors elle s'exprime moins. Sauf que si elle est réfrénée, elle va toujours taper de plus en plus fort à la porte, en fait. Ça ressemble beaucoup à mes enfants quand ils sont en colère. Dès le moment que j'apprends à les écouter, il y a un peu moins de colère et un peu plus de dialogue, effectivement. Ouais. Voilà. Donc, donner cette place, comprendre que c'est une intention positive. Le but, c'est pas de détruire, le but, c'est pas de déranger, même si c'est pas confortable, mais c'est vraiment de l'accueillir en sachant que c'est une partie de nous aussi. Oui, et puis après, il peut y avoir un second temps, c'est de dire oui, excuse-moi, je me suis mis en colère, j'étais dans un état qui n'est pas acceptable, mais il y a ça derrière cette colère, il y a ça qui demande à être entendu. C'est toujours une demande de quelque chose qui n'est pas entendu, la colère. Merci Charlotte. J'ai une question pour Daphné qui est aussi en rapport avec évidemment les émotions, la sensibilité, mais pour quelqu'un qui découvre son hypersensibilité. En fait, on découvre juste le concept, on découvre juste l'étiquette parce qu'on l'a vécu depuis tout le temps, mais tout à coup, on a un mot pour l'expliquer, on a un groupe à rejoindre, on a des définitions. Comment est-ce que, Daphné, tu conseillerais à quelqu'un d'approcher sa nouvelle découverte, pas la nouvelle sensibilité, mais la nouvelle découverte? Est-ce qu'il y a un processus? Est-ce qu'il y a des conseils magiques pour que ça fonctionne? Alors moi, les conseils magiques, les processus adaptables pour tous, j'avoue que j'y crois pas trop. Je m'adapte vraiment à la personnalité de chacun, au mode de fonctionnement, aux besoins aussi qui sont très importants. Donc, c'est vrai que souvent, échanger avec des personnes qui... Déjà, il y a une forme de soulagement au départ. On se dit « Ah, ça y est, je suis pas folle, je suis pas fou, j'ai pas un problème, je suis pas maniaco-dépressif. » Enfin, déjà, mettre du sens, ça permet... je dirais un mot, une étiquette. Alors, je suis pas pour les étiquettes, mais en même temps, ça permet de mettre une compréhension et commencer par déjà se renseigner sur le sujet, lire des articles, lire des ouvrages, pour vraiment encore mieux creuser et mieux connaître et comprendre et encore une fois accueillir cette sensibilité. Ça me semble vraiment important. Et tous ces groupes qui sont proposés, et vraiment merci à vous, merci à Surdouessence justement de proposer ces espaces de partage, d'échange et de rencontres. Ça permet aussi d'être en lien avec d'autres personnes qui vivent la même chose, de créer des amitiés, de créer même pourquoi pas sur le plan professionnel. Et ça me semble vraiment capital, surtout au tout début où c'est nouveau et on a besoin d'aller plus loin, on a besoin aussi de partager ce qu'on vit, de se rendre compte que les autres, dans leur vie au quotidien, expérimentent la même chose. Ça me semble être une clé importante. Donc, même si c'est quelque chose qu'on vit de manière individuelle, ne pas forcément le vivre seul et apprendre à le partager et puis à le célébrer ensemble. Moi, c'est vraiment la plupart des retours que j'ai des personnes qui viennent de découvrir leur sensibilité, c'est ça, c'est « Oh, enfin, je suis pas seule ». En fait, il y a souvent un sentiment de solitude et d'inadaptation, de décalage qui est très fort. Et sentir qu'on fait partie d'un collectif d'autres personnes qui vivent la même chose et que finalement, c'est pas quelque chose de négatif, c'est pas, je dirais, souvent, les personnes peuvent le vivre en disant « Voilà, c'est un fardeau, je le vis mal », mais
de voir qu'il y a aussi plein de manières différentes de la vivre et de manière positive et d'en faire vraiment une force et je dirais un cadeau pour les autres au quotidien qui me semble important et avoir ces témoignages et de profils, de personnalités très différentes qui sont dans des univers très diversifiés, je trouve ça génial parce que ça montre justement toute cette richesse et qu'on peut en faire quelque chose de magnifique. Moi, au début, c'est vrai que pendant un certain nombre d'années, je ne savais pas ce que c'était, j'ai très mal vécu, je me sentais très seule, je ne comprenais pas ce qui m'arrivait, je me dis mais quel est mon problème? Et le jour où j'ai vraiment mis du sens dessus, je l'ai accueilli et j'ai pu le transmuter en quelque chose de positif. C'est devenu quelque chose, enfin, c'est devenu magique en fait. Et je pense que c'est ça qui me semble important, c'est de pouvoir, c'est le regard qu'on porte dessus. Donc au départ, c'est la compréhension, l'accueil, comprendre un peu les caractéristiques, dire ah bah oui ça, et tous les morceaux du puzzle, des bizarreries, tout prend du sens. Et là, on se dit waouh, trop bien, j'ai quelque chose de, enfin, voilà, j'arrive à comprendre ce qui se passe pour moi. Et après, pour moi, on peut en faire quelque chose. Mais pour moi, le début, c'est vraiment ça, c'est mettre du sens en fait. Et après, le partager et voir des témoignages inspirants comme vous tous, et c'est ça qui est merveilleux. C'est presque trop facile de faire un lien avec Maurice quand tu parles de faire Oui. de sa sensibilité. Maurice, j'ai une question pour toi. Est-ce que si on peut rire de sa sensibilité, on peut en rire sans s'en moquer? Ah bah oui, bien sûr, parce que moi, je suis le premier à rire de ma propre hypersensibilité parce que elle me met dans des situations parfois hyper loufoques. Et aussi, le quotidien, pour moi, voilà, donc je suis le premier à rire de mon hypersensibilité. Et je précise bien, je parle d'hypersensibilité parce que j'ai vu récemment qu'on commençait à en parler autrement. On commence à qualifier l'hypersensibilité de sensibilité ou de haute sensibilité. Au bout d'un moment, moi, je me mets à la place de ceux qui découvrent l'hypersensibilité. Si on commence à débaptiser sans arrêt l'hypersensibilité en l'appelant haute sensibilité, sensibilité, je pense qu'on brouille le message. Donc, il faudrait un jour ou l'autre se mettre d'accord et se dire, bon, comment est-ce qu'on appelle ça? L'hypersensibilité, oui, c'est peut-être pas parfait, mais en tout cas, je trouve que c'est le terme le plus connu, donc je vais l'utiliser. Et donc, moi, mon hypersensibilité, je m'en moque tous les jours. Et je peux aussi me moquer aussi mais gentiment, de l'hypersensibilité des autres. C'est l'avantage qu'on a, c'est qu'on a un humour très, très décalé. On est les premiers à ne pas se prendre au sérieux et à ne pas, voilà, il y a rien de, il y a rien de terrible de rire de notre propre hypersensibilité. C'est surtout de dire que c'est pas grave, quoi. Oui, on est comme ça. Bon, bah voilà, il y a rien de grave, on peut en rire tranquillement. Une manière de dédramatiser tout en prenant au sérieux, parce que c'est vraiment l'accueillir, comme Oui, disait Charlotte, mais on peut en rire parce que les situations sont des fois un peu loufoques. oui, exactement. Et puis c'est surtout que moi, je ne la vis pas comme une chose grave, moi, mon hypersensibilité. Je la vis vraiment comme quelque chose voilà, que je dois gérer au quotidien. Alors j'ai bien conscience que pour certaines et certains, c'est compliqué à vivre cette hypersensibilité, mais ça n'empêche pas qu'on peut en rire, quoi. Ouais, parce que c'est particulier comme chose à vivre. On n'est pas tout à fait dans quelque chose de classique. Et donc, au contraire, moi, je trouve que de passer par l'humour, c'est une façon de dédramatiser et de se dire que bon, bah oui, ok, ouais, voilà, on est un peu particulier, bah, tant mieux d'être différent, quoi. Merci Maurice. Dans l'idée qu'on est différent, Alban, est-ce que tu aurais des suggestions pour parler le langage de la sensibilité? Est-ce qu'il y a un vocabulaire? Est-ce qu'il y a une manière de le décrire? Parce que comme c'est quelque chose que la personne ressent, mais que l'autre peut-être ne veut pas partager, est-ce que la communication peut faire un pont comme ça entre les personnes? Moi, je sais pas, c'est une question. Enfin, moi, j'essaye de pas me poser de questions et puis de pas me demander justement quels sont les termes spécifiques parce que j'essaye de parler de la manière la plus juste, la plus authentique et de pas me poser une question d'un espèce de code ou de sémantique comme ça d'hypersensibilité. Après, et puis ce qui est intéressant, c'est, enfin, dans ce que tu dis pour faire un pont, c'est vrai que ce qui est intéressant serait de trouver une communication qui permette à la fois d'exprimer ce qu'on ressent et ce qu'on vit de façon juste et à la fois que ce soit compréhensible pour des personnes n'ont peut-être pas la même façon, le même ressenti.
Je sais pas, là, il y en a qui vont dire que ils aiment bien justement, les hypersensibles, des fois disent qu'ils aiment bien utiliser beaucoup des métaphores ou des images ou des comparaisons. On peut être dans la synesthésie aussi. Moi, c'est vrai que des fois, je me dis pour vraiment que quelqu'un comprenne l'effet que ça peut me faire un bruit très fort comme ça, c'est vrai que faudrait expliquer que pour moi, c'est au-delà du bruit du son, c'est que c'est une agression, ça crée des douleurs. Enfin, expliquer vraiment que on est plus que le bruit me gêne, quoi. C'est plus que ça. C'est bien plus envahissant, c'est bien plus invasif, et ça nous touche beaucoup plus globalement que juste ça nous fait mal aux oreilles, quoi. Donc, des fois, essayer de pas, enfin, de sortir de ce qui se dit ou de ce qu'on entend et d'aller vraiment creuser, à trouver des mots de ce qu'on ressent vraiment. Voilà, plus juste, j'allais dire encore, ça fait peut-être beaucoup de jus dans ce que je viens de dire, mais voilà, et savoir l'expliquer peut-être au-delà du simple périmètre de ce qu'on parle et d'aller vraiment plus loin dans tout ce que ça peut nous faire ressentir, dans ce que ça peut nous évoquer, pour que l'autre comprenne que c'est pas, que c'est, enfin, comprenne mieux qu'est-ce qu'on peut ressentir et qu'est-ce qu'on peut éprouver, qu'est-ce qu'on peut vivre. Donc, l'hypersensibilité, en fait, c'est presque une obligation d'être dans l'authenticité parce qu'il y a ce bombardement presque des sens qui fait en sorte qu'on ne peut pas le nier. Et puis, si on ne peut pas le nier, on va forcément l'inclure dans ce qu'on va exprimer. Alban? Oui. Ah, oui, enfin moi je vais dire comme ça effectivement, oui, et puis c'est un peu quand on l'accueille justement, comme disait Charlotte, quand on accueille en fait tout ça, c'est vrai qu'on est on va se laisser un peu guider. Et au lieu de vivre contre, enfin moi pendant longtemps, hein, jusqu'à l'année de mes 30 ans, j'étais plutôt en opposition avec mon hypersensibilité. Je voyais que ça faisait peur ou que ça gênait un peu les gens. Donc moi-même j'en avais peur. Et puis donc c'était plutôt dans une espèce de combat où tout le monde perd, hein, parce que c'est un combat où tout le monde perd. De toute façon c'est un combat contre soi-même, contre sa nature. Enfin c'est un truc où personne peut gagner et puis que ça peut générer que du mal-être et tout le reste. Et, quand on l'accueille, en fait, cette hypersensibilité, elle nous guide, elle nous parle, elle communique avec nous, elle nous permet oui, de nous comprendre, je vais dire, mais enfin, oui, c'est un formidable outil pour, je trouve, pour être cohérent, aligné, enfin, par rapport à ce que tu disais, authentique, sans finalement, sans se poser de questions, mais enfin, en osant, quoi. Je trouve que ça nous pousse des fois à oser, parce que l'hypersensibilité, comme on vit les choses de manière très forte, quelque part, on est un peu obligé de les dire, parce que sinon, on va se sentir pas bien, ou enfin, il y a des choses qui vont nous pousser effectivement à être plus authentiques, parce qu'on va pas pouvoir le cacher. En tout cas, si on le cache, effectivement, comme tu disais tout à l'heure, Charlotte ou Daphné, du coup, j'ai un petit doute, mais je pense en tout cas, vous étiez d'accord sur le fait que oui, si on commence à réprimer, oui, ça peut être que mauvais. C'est un déni de soi. J'ai deux questions complémentaires à Maurice concernant l'humour. Maurice, qu'est-ce que tu penses de la citation de Chris Marker que j'aime beaucoup, l'humour est la politesse du désespoir? Et puis, comment ont réagi tes petits camarades des Robins des Bois quand comme ils te connaissent depuis 30 ans, j'imagine que ce n'était pas une surprise pour eux, mais si tu es d'accord de partager ce moment d'intimité, de quoi vous avez parlé quand il y a eu ce projet de livre avec Charlotte ou de One Man Show? J'en ai pas vraiment parlé avec mes ex-collègues des Robins des Bois. Moi, je pense que eux, ils étaient tous hypersensibles et c'est la raison pour laquelle ça a si bien fonctionné dans ce groupe. C'est que, voilà, on était des hypersensibles très différents. Il y avait à la fois des hypersensibles très introvertis, un peu comme Jean-Paul Rouve, et puis il y en avait d'autres qui étaient plus extravertis, comme Pef ou Marina Foïs. Donc, on était vraiment un groupe d'hypersensibles, mais en revanche, on n'en a jamais parlé entre nous. C'est-à-dire que moi, je fais partie des gens qui, depuis 7 ans, assument et vivent entièrement mon hypersensibilité, en parlent. J'en ai écrit un bouquin avec Charlotte et j'en ai fait une conférence, mais eux, ils n'en parlent pas du tout. C'est pas du tout quelque chose qui, pour eux, est un sujet.
Et donc, c'est difficile de répondre à cette question. Donc, c'est juste mon intime conviction qui me dit qu'ils le sont, mais en revanche, eux, de leur côté, ils n'en parlent pas trop. Voilà. Et quant à la citation de Chris Marker, ben, ouais, c'est vrai que moi, j'ai constaté que la plupart des gens qui entre guillemets, pratiquent l'humour ont de grandes failles en eux et sont plutôt des gens un peu quotidien, plutôt des gens assez un peu des écorchés vifs. C'est vrai, je l'ai constaté. Et que cette manière de passer par l'humour pour exprimer des choses ouais, était assez typique de pas mal de comiques. Ouais. Je sais avec pas mal de clients, je ne sais pas si Daphné et Charlotte me rendront là, mais souvent chez les hypersensibles, l'humour, la dérision, des fois même jusqu'au cynisme, ça permet une espèce de distance, de sauvegarde avec les autres. Et puis parfois, elle est utile, et puis parfois, elle crée un peu de la distance qui les fait souffrir. Je ne sais pas si vous voulez répondre là-dessus, Daphné ou Charlotte. Mais parfois, pour moi, c'est aussi de l'auto-jugement. Et ça dépend de la manière dont c'est fait, mais dans certaines situations, quand le manque d'estime est très fort et qu'on sent vraiment que ça part d'une blessure forte, j'avoue que moi, je ne me sens pas forcément toujours à l'aise et ça me semble important de le nommer et de le montrer. Après, voilà, d'autres personnes le vivent très bien et en rient. Et c'est vrai que moi, souvent, je fais des blagues en disant voilà, je me retrouve dans des situations mais complètement loufoques. Et je raconte à mes amis, ils sont toujours morts de rire. Mais Daphné, de toute façon, il n'y a que toi qui te mets dans des situations pareilles. Mais ça part d'un autre espace, plus d'humour, mais pas de cet espace, de cette part de moi blessée qui me sent en décalage, qui me sent mal, qui me cache. Donc, pour moi, il y a deux manières de la vivre. Et c'est vrai que souvent en séance, j'ai des personnes qui viennent me voir parce que ces personnes vivent très mal leur sensibilité et voudraient le transformer en quelque chose de positif. Donc, moi, c'est vrai que j'ai plutôt ces personnes pour qui ça part de la part blessée. Voilà. Oui, pour répondre, Christine, à ta question, effectivement, on peut recevoir en cabinet des personnes qui vont réussir, mais très facilement et très aisément à avoir une forme de dissociation et avoir ce recul nécessaire pour pouvoir être dans l'autodérision, etc. Mais c'est important qu'ils se sentent dans une zone de confort. C'est-à-dire qu'en fait, ils ne vont pas le permettre si ça va être quelqu'un qui ne va pas être hypersensible et ils peuvent le percevoir comme une attaque. Mais si effectivement, ils sont dans un environnement sécurisant et sécurisé dans lequel ils perçoivent que finalement on est en complicité et non pas en rivalité, là ils vont effectivement rire de leur propre sensibilité, avoir cette dissociation et se trouver effectivement avoir une partie d'eux-mêmes qui est capable de rire d'eux-mêmes, quoi, en fait. Ouais. Mais l'humour, c'est pas que une défense, hein. C'est aussi la plupart des hypersensibles sont des joueurs. Donc, ils aiment jouer avec les mots, ils aiment jouer avec les situations, ils aiment quand la réalité se décale. Donc, c'est aussi cet humour-là, c'est une partie intégrante de notre hypersensibilité. C'est-à-dire que on est des joueurs aussi. Et c'est pas que une défense et c'est pas que une pudeur. C'en est une, mais c'est pas que ça. Ouais. C'est un moyen d'entrer en communication sur son mode préféré, en fait. Donc, si on commence à jouer, qu'on utilise l'humour, il y a des chances que l'autre en face, qu'il soit hypersensible ou pas, joue aussi. Là, c'est pas mal. Dans l'idée de Daphné que l'hypersensibilité, ça ne se vit pas tout seul, c'est bien d'avoir des terrains de jeu qu'on peut partager. Exactement. Après, c'est vrai aussi que dès le moment qu'on est dans l'accompagnement, on a un petit peu un échantillon biaisé, hein. On voit souvent des gens qui sont écorchés ou qui ont des questions ou qui sont en recherche. Et puis, c'est vrai qu'il y a aussi toute une partie de la population hypersensible avec une haute sensibilité qui le vit bien, qui est très bien adaptée et puis qui ont trouvé des endroits où c'était socialement accepté, même c'était valorisé. Alors, j'ai aussi cette question-là par rapport au monde du travail, et puis prends la question qui la veut. Comment est-ce que le travail, le monde du travail peut s'adapter à l'hypersensible? Est-ce qu'il doit le faire?
En fait, le monde du travail, il ne va pas pouvoir faire autrement. Il ne va pas pouvoir faire autrement. On est dans une mutation de la société, dans sa globalité. Et donc, on est dans une phase où la société, les entreprises, les grandes entreprises, on parle déjà beaucoup de management bienveillant, de management émotionnel. Et c'est juste, ils seront obligés parce que sinon, en fait, ils vont être confrontés de plus en plus à des oppositions, à des arrêts de maladie. La société, les entreprises seront obligées d'accueillir cette hypersensibilité, les personnes atypiques, parce qu'on en parle de plus en plus grâce aux médias, grâce aux spectacles, grâce à ces conférences. Et les entreprises vont être obligées de prendre ce virage-là. On va parler, moi je parle beaucoup d'un ancien monde et d'un nouveau monde. Et là, on est sur cette passerelle entre les deux, en fait. L'ancien monde, c'est le monde patriarcal où effectivement, c'est un peu pyramidal. Là, on va de plus en plus dans quelque chose qui serait horizontal. Et en fait, avec les startups où tout le monde s'occupe un peu de tout, avec des sociétés plus à taille humaine, plus où tout le monde prend sa part de décision et où on intègre les idées de chacun. Mais la société, les sociétés et les entreprises vont être obligées quelque part de s'ouvrir à ça et d'en tenir compte. Ça pourrait devenir presque le nouveau standard. Donc, dès le moment qu'une société elle est compatible avec la sensibilité et l'hypersensibilité, elle a plus de chances d'être durable, alors que si elle s'y ferme et qu'elle essaie de s'opposer ou de se confronter, il y a moins de chances que ça puisse accueillir les nouveaux talents ou les talents qui sont émergents. Exactement, parce que sinon, ils sont dans une forme de résistance encore. Et en fait, une résistance, au bout d'un moment, ça craque. Oui. Et par rapport à l'authenticité, la quête de sens, si on met tout ça dans le monde du travail, ça devient drôlement exigeant. Est-ce que c'est possible pour un hypersensible d'avoir une carrière, de se dire que la carrière a un sens, de bosser pour une entreprise et de se dire que tout ça, ça vaut la peine? Est-ce que c'est même compatible? Ça dépend du type d'entreprise, ça dépend des valeurs qui sont réellement incarnées et pas juste prônées, parce qu'il y a souvent un décalage entre je dirais, les valeurs qu'on voit sur le site internet et la réalité terrain. Et il y a de plus en plus d'entreprises qui… Je me souviens parce que je fais le parallèle avec mon parcours, mon ancienne vie quand j'étais chasseur de tête. En fait, j'ai vu éclore de plus en plus d'entreprises. Alors moi, j'étais dans l'univers du conseil, mais des entreprises qui avaient un mode de management différent, qui étaient plutôt autour de l'entreprise libérée, qui reconnaissaient l'apport des personnes à haut potentiel, des hypersensibles. Et ça, au tout début de ma carrière de chasseur de tête, je ne le voyais pas. Et il y a eu de plus en plus de structures un peu en décalage, un peu à part des personnes qui ne se sentaient pas à leur place, qui ont créé une structure avec d'autres personnes qui ne se sentaient pas à leur place et dans un environnement qui faisait davantage sens. Et pour moi, c'est une question de personnes, de rencontres et je dirais aussi de sujets globaux. Enfin, si on travaille, je ne sais pas moi, dans une entreprise où l'objectif est, je dis n'importe quoi, mais de sauvegarder les animaux, je pense qu'un hypersensible se sentira plus à sa place que dans un environnement, je ne sais pas moi, dans une entreprise de grande distribution. Pour moi, j'en ai vu vraiment à titre personnel de plus en plus, et je vois même enfin voilà, je suis toujours dans les réseaux de mon ancienne école, de l'ESSEC, et je vois de plus en plus de propositions de types d'entreprises qui sont dans une quête de sens, de vraiment prendre soin des salariés, des collaborateurs. Alors, ce n'est pas la majorité, mais ça devient de plus en plus courant. Et moi, j'avais beaucoup de candidats en fait, qui venaient me voir en disant, voilà, j'avais beaucoup d'hypersensibles, beaucoup de haut potentiel, et ils me disaient, voilà, je ne me sens pas à ma place, les valeurs ne me correspondent pas, et sur la fin, voilà, j'ai arrêté il y a quelques années, mais la quasi-totalité des personnes qui venaient vers moi, c'était, j'ai besoin d'une entreprise humaine et où je me sens, où je trouve un environnement qui fasse sens, et ça, je trouve ça beau. Donc, j'ai vraiment vu cette évolution. C'est intéressant.
C'est intéressant parce que ça montre une tendance et puis la minorité pourrait presque devenir majoritaire. Et je suis convaincue qu'elle va le devenir, Charlotte. Je partage la même vision que toi. On est dans cet entre-deux d'un ancien monde qui est complètement obsolète et voilà, et vers quelque chose où on est beaucoup plus vers le cœur, vers les valeurs humaines. Et ça, enfin, je le sens tellement fort. Et on est juste dans cette phase inconfortable d'entre-deux et de deux mondes qui se chevauchent avec des valeurs différentes, des incompréhensions. Mais ça va émerger. Et tout ça, on l'a déjà en nous, on l'a déjà dans notre cœur. Et c'est à nous de l'incarner au quotidien, d'oser être. Enfin, d'oser être tout simplement, et les autres verront qu'il y a une manière de faire et ils suivront en fait, et ils verront que finalement on est épanoui, enfin, il y a autre chose, et enfin, et je le vois de plus en plus, même dans le petit village où je suis, enfin, en Savoie, les personnes disent, ah, bah, tiens, oui, elle fait un peu les choses autrement, et les gens sont curieux, ils viennent voir, mais pourquoi elle n'est pas aussi impactée que les autres, comment elle fait, et ça fait venir de plus en plus de gens, et je suis convaincue qu'on va vers ça. Enfin, voilà, je n'ai pas de doute sur ça. Je vous invite à une réflexion par rapport à la connexion et au lien. Parce que je vous avoue, on est tous là, mais on n'est pas vraiment là. Et puis, sincèrement, mais vraiment intimement, je me sens connectée avec chacun de vous. Et puis, c'est pas juste parce qu'on est sur le même lien Zoom. J'ai vraiment le sentiment qu'on partage quelque chose, qu'on est. Puis, c'est pas juste une tribune famille. C'est pas ce qu'on met sur un site internet, comme tu disais, Daphné. C'est vraiment un sentiment de lien et puis d'interconnexion. Et puis, je voulais vous demander ce que vous en pensiez, si c'est une partie de votre sensibilité aussi, de vous sentir connecté, relié. Et puis, comment est-ce que ça peut se passer dans un moment où on est un peu plus distancé et puis on n'est pas toujours aussi proche qu'on aimerait l'être. Je pense qu'on touche la part spirituelle, en fait, dans ce que tu dis, Christine. C'est-à-dire que, en fait, on touche à quelque chose qui est plus grand que soi dans cette interconnexion. Et j'aime aussi beaucoup cette idée que parfois, il y a des personnes avec lesquelles voilà, on a eu des liens ou avec lesquelles qu'on a rencontré, qu'on n'a pas forcément besoin, en fait, de se téléphoner tous les jours pour savoir qu'elle est là, qu'elle est présente, pour pas être dans une hyper présence, soit téléphonique ou de mail, pour savoir que en fait il y a du lien et qu'il y a quelque chose qui est plus grand que nous, qu'on est en lien dans quelque chose au-delà en fait. Je sais pas si c'est un petit peu ce dont tu veux dire, Christine. Oui, ce qui m'intéresse, c'est ce que vous voulez en dire. Je ne sais pas si Alban, Maurice ou Daphné, vous voulez ajouter quelque chose ou avoir des compléments de votre expérience de ce qu'est le lien et la connexion pour vous. Pour moi, c'est... Ah, pardon. Non, je t'en prie. Pour moi, c'est vraiment, sensibilité ou pas, c'est la connexion de cœur à cœur, en fait. Et c'est ça qui change tout. Et pour moi, à ce moment-là, il y a une vraie rencontre. Et ça m'est arrivé très souvent d'être avec des personnes et je les regarde dans les yeux, je dis, je suis désolée, il n'y a pas de connexion. Donc, il y a deux options. Soit on se connecte vraiment pour avoir une vraie rencontre et un vrai partage, soit je sens que ça ne va pas le faire. Et alors là, il y a la magie de la vie qui opère et des bouleversements. Enfin, j'ai vraiment vécu plusieurs fois ce type d'expérience et je trouve ça magique, en fait, quand l'autre s'ouvre et qu'on est connecté l'un à l'autre d'un autre espace. Et pour moi, vraiment, ce moyen d'être connecté aux personnes que j'aime et de manière plus globale aux autres, ça passe par exemple, tous les matins, j'ai un petit rituel, j'envoie de l'amour. En fait, j'envoie de l'amour et je commence par les personnes autour de moi. Et après, j'envoie vraiment de l'amour de manière massive, collective. Et c'est toujours drôle parce que je reçois, quand on envoie de l'amour, on reçoit de l'amour. Et je reçois souvent à ce moment-là des amis avec qui j'ai envoyé de l'amour, ou des personnes, enfin des petits cadeaux de la vie, des témoignages de reconnaissance, un petit écureuil qui descend de la forêt. Et moi, c'est vraiment un moyen que j'utilise beaucoup, cette connexion de cœur à cœur, et elle ne demande pas d'être présent physiquement à l'autre. Alors, on parle de télépathie, et moi, je trouve ça magnifique. C'est vraiment être en lien avec la personne et lui envoyer plein de belles choses, et ça marche tellement. Et le nombre de fois où on m'appelle à ce moment-là la personne à qui j'envoie de l'amour, et elle le perçoit dans le subtil. Et moi, c'est comme ça que je fais, en tout cas, et pour pouvoir rester connecté aux autres, et même si je ne peux pas l'être dans la matière, et je sais que ce soir, je serai avec vous par le cœur, et
et ce sera différent, mais je serai là aussi je dirais, sur le plan éthéré, tout simplement. Oui, je suis d'accord. C'est-à-dire que moi, je trouve que le lien, en fait, là où je suis pas inquiet, c'est que nous sommes constitués d'empathie. Nous avons besoin de communiquer avec ceux qu'on aime et on a besoin de prendre de leurs nouvelles. On est aussi tout le temps dans l'écoute, donc ou très souvent dans l'écoute, ce qui fait que de fait, ce lien, pour moi, il est indestructible parce que on est constitué de liens. Là-dessus, j'ai aucune inquiétude. Après, j'ai juste, il y a un petit bémol. J'ai constaté qu'il y a pas mal d'hypersensibles qui ont tendance un peu à se renfermer entre eux, c'est-à-dire à constituer des mini-groupes parce que tout d'un coup, voilà, ils se sentent mieux entre eux. Et ça, je pense que c'est un petit danger. Il faut absolument tout le temps rester ouvert aux autres, parce que c'est aussi une des principales attaques qu'on subit, c'est de dire ah ouais, ben maintenant que vous êtes hypersensible, vous vous considérez comme différent, comme presque supérieur, et il faut faire attention à l'isolement. Donc il faut faire une petite différence entre lien et groupe fermé. Donc il faut faire juste attention à ça. Bon, tu veux rebondir au lien et la connexion, et puis le petit bémol entre se retrouver pour ne pas vivre les choses seules, mais en même temps non plus pas s'isoler dans un groupe qui est identique. Oui, ben je pense que je pourrais faire une réponse de plusieurs heures, mais non, pour synthétiser, ben je pense que le lien, enfin, dans mon expérience, moi, il y avait pour moi, il y avait un lien très fort. Enfin, c'est-à-dire, si je vois comment j'étais enfant, adolescent ou jeune adulte, comme ça, pour moi, à partir du moment où on vivait quelque chose d'important, où on faisait partie un peu d'un groupe et tout ça, ben, il y avait un lien très fort. Et en plus, à cette époque-là, je parlais vraiment très, très peu, puisque c'était vraiment difficile pour moi la communication orale. J'étais surtout à écrire. Et donc, j'ai l'impression que même sans les mots, il y avait quelque chose de partage, il y avait un lien. Puis je m'apercevais en fait que pour les autres, c'était pas vraiment comme ça. Et puis, ça a changé vraiment du tout au tout quand j'ai commencé à rencontrer des personnes dans le cadre de thématiques d'hypersensibilité, de haut potentiel, tout ça, où là, au contraire, j'ai vu que le lien, il n'était pas que chez moi, enfin, il n'y avait pas que moi qui le vivais comme ça, il y avait un lien tout de suite en profondeur qui s'établissait avec les personnes. Alors, par rapport au bémol, je dirais que quand on est comme ça dans une situation où on a un peu, enfin, où on sent un décalage, c'est bien de faire des groupes comme ça un peu entre nous, mais il faut pas que ça soit, faut pas rester là-dedans, faut pas rester dans ces circuits fermés. Une fois qu'on établit comme ça ces liens avec des personnes qui ont cette hypersensibilité ou en tout cas ce fonctionnement similaire au nôtre, ça crée un peu une espèce de cercle vertueux qu'il faut effectivement pas qu'il soit en circuit fermé, mais l'ouvrir vraiment aux autres et puis inspirer, je vais dire, un peu les autres. Et c'est vrai qu'en plus on parle de l'hypersensibilité, plus je pense on amène, plus ça encourage les personnes à assumer, on va dire, ou à vivre, à reconnaître elles-mêmes ou à partager leur sensibilité. Donc c'est un peu pour tout le monde, quoi. C'est vraiment pour commun. Effectivement, on n'ira nulle part séparé. Hein. En plus, vraiment, je pense par les temps qui courent, on a vraiment cette opposition où d'un côté, il y a quelque chose qui s'ouvre vers un partage beaucoup plus global avec des connexions comme ça en ligne où on peut se retrouver et puis des camps au contraire on sépare, on divise et vraiment l'hypersensibilité je pense nous amène avec cette empathie à communiquer et à être en lien avec un maximum de personnes. Mais quand on a eu du mal à partager tout ça et tout ça, c'est bien d'abord de prendre confiance, je vais dire, ou de nourrir quelque chose dans des groupes un peu avec des personnes qui sont un peu comme nous, mais pour après diffuser, on va dire, ou relayer un peu à l'ensemble, parce que effectivement, enfin, je veux dire, nous sommes un, mais voilà, quand on est tous reliés, en tout cas, et tout le vivant, je parle pas que des humains, et c'est avec cette harmonie-là et ce partage global qu'on peut œuvrer pour un monde plus sensible et pour quelque chose de voilà, un nouveau monde, un peu comme tu disais, Charlotte, et puis. Bon, je pense effectivement ensemble. Oui, que même s'il y a des indicateurs comme ça qui pourraient être un peu négatifs comme ça, c'est un peu des sursauts, mais je pense quand même qu'on est sur le bon chemin. Voilà.
Donc, on peut pratiquer ensemble, se donner confiance les uns les autres, mais l'idée, c'est vraiment d'aller vers tout le monde, et pas de rester en isolement. J'aimerais vous inviter à partager une anecdote. Alors, je vais vous donner un petit peu de temps, du coup, je vais parler un petit peu pour la décrire, parce qu'on parle en général, on parle de concept, on parle de ce qu'il faut pas. Alors, de manière un peu plus personnelle, si vous pouvez un petit peu nous faire partager votre monde et puis votre expérience de votre sensibilité, si vous voulez bien nous expliquer une situation où votre sensibilité elle prend toute sa dimension, toute son intensité ou toute sa richesse. Ça peut être drôle, ça peut être un succès, ça peut être passionnant, ça peut être personnel, mais quelque chose de tangible. Parce qu'on est un peu comme ça, nous, hein. On aime bien les exemples tangibles. Alors, si vous voulez bien partager, moi, je vais en partager un de ce matin, comme ça vous permet aussi de penser. Mais moi, j'étais très touchée parce que ce matin, j'ai 3 enfants. Ouais, j'en ai une de 10 ans, un de 8 ans et une de 6 ans. Et ce matin, à 4h30, ils étaient réveillés. Ça, c'est pas très touchant, ça, c'est plutôt rageant. Mais, mais ils étaient d'une humeur géniale. Ils parlaient, ils se racontaient plein de trucs, ils avaient plein de choses. Et puis, ils sont partis en chantant des chansons de Kids United, mais repris par Kids United, mais en chantant des chansons d'amour. Et j'ai rien dit, rien fait. C'est pas moi qui leur ai dit, oh, vous savez ce que c'est cette semaine, j'en ai pas fait un grand truc, mais j'adore cette idée que j'ai pas besoin d'en faire des tonnes, que de rayonner ce que je ressens, de vivre pleinement ce que je ressens, ça a forcément des effets sur mes petites éponges. Voilà. Alors ça, c'est un exemple assez tangible. Moi, ça m'émeut toujours. Enfin voilà, c'est mes enfants, évidemment, ça prend le cœur. Mais si vous voulez bien partager, je ne sais pas qui a trouvé une anecdote. Peut-être Maurice, tu as plus l'habitude de l'introspection en public. Alors, tu vois, quand tu poses la question, évidemment, ça ne me vient pas à l'esprit parce que moi, j'ai un esprit particulier où j'ai tendance un peu à effacer les épisodes de ma vie, donc ça ne me vient pas tout de suite à l'esprit. En revanche, là, ce que je ressens actuellement… Bon, moi, j'y vais. Bon, bon appétit. Merci. Non, ce que je disais, c'est que là, ce que je ressens actuellement, par exemple, en écoutant la conférence, c'est que j'ai froid là en ce moment. J'ai froid parce qu'il fait froid à Paris et il fait froid dans mon appart. Et j'essayais de me dire, bon, comment je vais trouver une solution pour arrêter d'avoir froid, mais ne pas disparaître de l'écran, tout en essayant de me dire, bon, il faut que j'ai l'air concentré sur ce qui se dit actuellement, et en même temps, essayer de trouver une solution parce que j'ai trop froid. Donc voilà, ça c'était très concrètement ce que j'essaie de régler en ce moment, et je n'ai pas encore trouvé la solution. Donc il y a peut-être un moment où je vais disparaître de l'écran pour aller mettre un pull, et voilà, parce que là j'ai plein d'informations différentes qui m'arrivent en ce moment, et je n'ai pas encore trouvé la solution. Donc voilà, c'était pour te dire. Alors Maurice, c'est malin parce que maintenant je ressens le froid que tu ressens, donc c'est pas très gentil. Et du coup, je vais me réchauffer en racontant une anecdote, moi, et c'est grâce à Alban, Christine et Daphné, en fait, mon évolution de ces dernières années. Alors, Charlotte et Maurice, on ne se connaît pas encore assez pour que vous puissiez savoir qui j'étais avant et puis ce que je suis en train de devenir. Mais globalement, moi, j'ai essayé de contrôler tout comme un sous-marin, de cloisonner tout de façon à ce que s'il y a une pièce qui prend l'eau, ça n'a pas d'impact sur le reste. Je suis un peu comme une crevette où à l'intérieur c'est tout mou et à l'extérieur c'est dur, mais il y a un moment où c'est plus viable. Et grâce à Alban qui m'a poussé à créer Surdoué Sens en Suisse, grâce à Christine que j'ai rencontrée après, grâce à Daphné avec qui j'ai eu des contacts ces derniers mois, en fait je suis en train de changer et ça change vraiment tout. C'est-à-dire que c'est une remise en question très très profonde de qui on est, ce qu'on fait, comment on réagit. C'est pour ça que j'aimerais bien qu'on parle un moment de Vice Versa, ce dessin animé magnifique qui a permis de mettre en lumière ce qu'est une émotion. Et je me suis aperçu qu'en fait, essayer de tout contrôler dans sa vie, ça marche pas. Et j'ai jamais autant intensément vécu les moments que quand j'ai eu l'occasion de parler en public avec des gens avec qui j'étais en confiance et d'être en communauté. Et une des rares fois où j'ai vécu ça, une des premières fois où j'ai vécu ça, c'est quand on a fait le premier week-end à Rhodes il y a 2 ans, où j'ai parlé devant 120 personnes et on était un. Et ça, c'est une sensation qui est juste
hallucinantes. Et peut-être le seul petit conseil que j'aimerais donner ce matin, c'est de dire ne vous protégez pas de vous-même et fusionnez avec les autres pour faire un. Et voilà. Merci Jean-Michel. Merci Jean-Michel. Alban, Charlotte, Daphné. J'en reviens vers vous. Ça jette un froid du coup. Moi, j'ai juste envie de partager cette expérience que j'ai déjà partagée dans Itinéraire, mais pour ceux qui l'auraient pas lu. C'était, pour moi, l'hypersensibilité, c'est ça. Aussi, en partie, c'est à un moment donné, une fois, il y a quelqu'un qui m'appelle pour me donner parce que je faisais partie d'un groupe de théâtre et puis il avait prévu de monter un spectacle. Puis en fait, il y avait une personne, la metteur en scène, qui m'appelait pour dire Charlotte, voilà, je t'appelle pour dire qu'on va monter tel spectacle et que en fait, le rôle principal, ça va être une telle qui va l'avoir. Et je sais, t'as tous, le personnage principal, en fait, c'est toi, mais c'est l'autre qui va le faire. Et en fait, ma réponse, ça a été ah, d'accord, ok, c'est pas grave, c'est peut-être qu'il y a quelque chose d'autre de mieux pour moi. Et en fait, 15 jours après, effectivement, il y a eu j'ai eu une super proposition après. Et en fait, pour moi, l'hypersensibilité, c'est ça. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit ça, je ne sais pas d'où c'est sorti, mais quand j'ai dit ah, ok, c'est pas grave, mais c'est peut-être qu'il y a quelque chose d'autre de mieux pour moi. Alors que voilà, c'était quand même très difficile à vivre. Mais au moment où je l'ai dit, quand j'ai raccroché, j'ai dit mais pourquoi j'ai dit ça? Il y a peut-être quelque chose d'autre de mieux pour moi. Mais en fait, c'est ce qui s'est réalisé, c'est ce qui s'est passé. Et ça, c'est vraiment cette partie invisible de l'hypersensibilité qui fait que des fois, on peut avoir des pensées comme ça, on peut être habité par des choses, on ne sait pas pourquoi, mais on sait. Ça, c'est toujours enfin, je vais dire, je le vis des fois. Bon, peut-être que j'ai pas encore trouvé le truc pour bien harmoniser, mais c'est vrai que des fois, l'hypersensibilité, j'ai l'impression que ça amène un peu deux niveaux qui se rencontrent pas trop. Et pour le moment, là où j'en suis, c'est le truc de placer un peu entre une voix où je me parle, où je me dis, non, mais ça, c'est normal. C'est-à-dire le niveau qui est perturbé. C'est-à-dire, si je reprends un peu ton exemple, si je joue un exemple analogue, émotionnellement, ça m'aurait très perturbé. Mais j'aurais pu peut-être aussi accéder à quelque chose, à une autre vision, à un autre ressenti, effectivement, qu'on sent une espèce d'intuition. On sent que c'est pour quelque chose de mieux, puis que c'est bien. Mais quand même, quelque part, il y a quand même il y a une blessure, une espèce de choc, je vais dire, un peu émotionnel animalement, je vais dire. C'est-à-dire vraiment dans l'émotion vraiment brute comme ça, ou quelque chose où ça. Donc, j'ai souvent ce truc-là, c'est-à-dire, je prends un truc, je vais le prendre vraiment très fort physiquement, mais dans l'émotion, vraiment dans le côté physique, alors qu'au niveau effectivement de l'intuition, je sens que non, tout est bien, puis que c'est bien, puis que ça amène autre chose. Et avant, c'était terrible parce que je ne savais pas du tout, du coup, qu'est-ce qui était moi, quoi. Ce truc qui était confiant, qui sentait au contraire une intuition, ou alors ce truc qui était complètement, qui s'écroulait parce que il y avait quelque chose qui était très douloureux. Et maintenant, je me place cette espèce de voix qui me dit, non, écoute, ce qui est assez confiant comme ça, c'est lui qui a raison, mais écoute aussi, c'est normal, tu as été blessé, tu vis comme ça, c'est normal, c'est pas grave, puis ça, exprime-le si tu peux, et puis voilà, accueille-le. Mais ça, c'est pas grave, c'est la vérité, on va dire, passagère, temporaire, physique. Mais celle qui compte, c'est l'autre. Mais il faut pas non plus se mettre en opposition avec celle-là. Elle existe, accueille-la, tout en ayant cette conscience plus haute comme ça. Puis essaye de faire un pont, c'est-à-dire d'expliquer je veux dire, l'animal blessé, qu'il y a quelque chose de plus haut qui lui dit qu'en fait non, tout va bien. Sur ce côté d'être rassuré, quoi, parce qu'avant, je me suis dit, oui, ok, je sens ça, mais pourquoi dans le physique, je suis si blessé? Alors, rassuré en essayant de faire un pont, parce qu'en plus, c'est difficile de connecter les deux. Enfin, je ne sais pas comment tu le vis, Charlotte, si tu as ce truc, enfin, si ça t'avait fait quand même cette espèce de choc un peu au niveau physique, au niveau émotionnel. Mais... Alors c'est très, très vieux. Hein. Ça, c'était en quelle année?
en 97, je crois, en 1997, tu vois, c'était au 19e siècle presque. C'était, voilà, c'est super vieux, mais j'étais surprise de l'avoir pris aussi bien, en fait. Et voilà, j'étais surprise. Après, je me suis dit, ah ouais, quand même, en fait, j'ai réalisé après, je dis, mais en fait, elle m'a quand même appelé pour me dire un truc super pas cool, en fait. Et je l'ai pris super bien. Il y a eu un temps, mais je vois ce décalage. Je vois ce décalage dont tu parles, Alban. Je vois très bien la réaction que le corps peut ressentir et en même temps l'intuition, ce que l'intuition peut te dire. On est au même endroit. On est d'une part au niveau du corps, au niveau et de l'autre, on est à un autre niveau, au niveau des intuitions. Donc, c'est deux choses qui doivent se rencontrer, effectivement, pour s'harmoniser. Et quand j'étais perdu dans ma vie, enfin, je pense surtout à l'adolescence, je finissais par être complètement perdu au milieu des deux, puis en me disant non, mais ils ont tort tous les deux, et puis mais c'est n'importe quoi, ou alors tu vois, c'était un truc, un fouillis terrible comme ça, où je disais, mais non, ça peut pas être si contrasté, je veux dire, l'autre c'est n'importe quoi, l'autre il réagit trop vivement, il se blesse trop facilement, et puis l'autre il s'imagine un truc, tu vois, un truc complètement perdu. Voilà, mais bon, c'était à l'époque où j'étais vraiment dans une confusion mentale, émotionnelle et tout le reste. Mais voilà. Mais petit à petit, bon, voilà, pour le moment, j'ai besoin de faire un pont en parlant, de faire la communication. Comme s'il y a besoin un peu d'un interprète qui va parler. Bon, celui qui est dans l'intuition de ça, elle n'a pas besoin qu'on lui parle, mais l'autre, il a besoin un peu qu'on lui parle, mais d'interprète. Et peut-être qu'un jour, j'aurais même pas besoin, la connexion sera directement entre les deux, qui aura plus besoin d'un interprète pour aller dire, non, mais attends, j'ai cette information-là de l'autre, donc tu peux te rassurer. On revient un peu au dialogue. Hein. Et alors, en ce qui me concerne, j'avoue que c'est difficile. Il y a tellement de situations voilà, que je pourrais partager. Mais pour rebondir sur cette notion d'intuition, c'est vrai que maintenant, ma vie je me sens de plus en plus guidée dans le quotidien par, je ne sais pas comment on peut l'appeler, l'intuition, la conscience supérieure, enfin, les guides, enfin, chacun y met ce qu'il veut. Mais je reçois de plus en plus de messages très clairs et parfois complètement surprenants. Moi, on m'aurait dit il y a 1 an et demi, tu vas habiter dans un chalet en Haute-Savoie, dans un village. J'aurais explosé de rire en me disant, mais non, c'est juste pas possible. Et en fait, la vie, les synchronicités de la vie et les messages que j'ai pu recevoir, et moi, ça se passe beaucoup au niveau du corps, en fait, quand c'est quelque chose de juste. J'ai par exemple mon chakra du cœur qui chauffe beaucoup et une joie infinie qui m'envahit. Donc, pour moi, vraiment, le critère, c'est la joie et le cœur qui chauffe. Et ça m'a permis de me retrouver où j'habite aujourd'hui, qui est un lieu, enfin, je pense que même dans mes rêves, j'aurais pas pu l'imaginer. Et je me suis vraiment laisser guider en faisant des sauts complets dans le vide où je me retrouvais, voilà, je connais personne, je vais apprendre à conduire sur la neige, c'est pas grave. Et la vie propose, quand c'est juste, propose ensuite les rencontres, les synchronicités, et on se retrouve dans une dimension qui est complètement différente. Et chaque jour, on a des cadeaux et on se dit, mais et depuis que je vis comme ça, je sais même plus, c'est une gratitude infinie chaque matin, chaque soir de tout ce que j'ai pu recevoir, mais des choses parfois complètement improbables. Je dis, mais comment genre une pensée, alors un exemple concret, voilà, un exemple concret très précis. J'étais en train de faire mon omelette et je me dis, tiens, il me faudrait des champignons. J'ai la flemme avec le verglas, tout ça, la voiture, la sortir, bon. Et alors, 1 minute après, j'ai quelqu'un qui sonne à la porte. C'est mon voisin qui me dit, je suis allée chercher des champignons, j'ai des cèpes. Alors qu'il n'est jamais venu me rapporter des champignons. Et alors là, il sonne. Et il arrive avec un grand sac de cèpes en disant, j'en ai plein, est-ce que tu veux des cèpes? Je dis, justement, je suis en train de faire mon omelette et je pensais aux champignons, tu arrives. Et à un moment, on arrive dans... Voilà, où finalement, c'est ça au quotidien. Et je ne sais même pas quelle anecdote raconter, tellement je dirais maintenant, ça fait partie de mon quotidien. Mais pour ça, j'ai vraiment à cœur d'augmenter mon taux vibratoire, d'être dans une énergie très positive, d'accueil de ce qui est, de gratitude pour les cadeaux de la vie. Et plus je vibre ça, et plus j'attire à moi des cadeaux, mais complètement improbables. Parfois, je me dis, mais c'est juste pas possible. Et pour donner une autre anecdote très concrète, et heureusement, j'ai souvent des personnes à côté de moi, parce que je me dis, mais c'est moi qui ai craqué. Ou j'ai dit, voilà, le jour où je trouve ma maison, je veux voir 2 biches. Et bien sûr, j'en avais jamais vu à Aix-les-Bains.
Et le jour où l'agent immobilier m'envoie les photos, je sens mon cœur qui chauffe. Et j'étais dans le train Annecy-Aix-les-Bains. Il avait neigé, alors qu'il ne neige pas forcément souvent. Et là, je vois 2 biches sur le bas-côté et de la neige. Et je me dis, mais waouh! Et c'est, enfin, voilà. Pour moi, c'est ça quand on est vraiment en écoute je dirais, de son intuition, de sa guidance intérieure et qu'on ose suivre ce qui nous est proposé et faire les actes qui parfois demandent du courage. On fait des choses, on se dit, oh là là, mais mon Dieu, je ne sais pas ce qui est, mais on sent que c'est juste, on sent qu'on est guidé. Et là, ça peut vraiment être une explosion je dirais, de magie, de rencontres improbables. Enfin, voilà, c'est ça que j'aimerais partager parce que c'est en étant voilà, à l'écoute de mes ressentis, de ces intuitions, même ressentis corporels, que je sais si c'est pas. Magnifique, c'est une espèce de boussole en fait presque, où que ce soit des besoins ici maintenant comme le pull de Maurice, on y revient, ou que ce soit des directions dans la vie, que ce soit dédramatiser, mais un dialogue aussi comme nous illustre Alban. On revient un petit peu à ce que tu disais au début Charlotte, où c'est vraiment l'accueillir, le vivre en pleine conscience, mais surtout aussi apprendre à s'écouter. Surtout. C'est ça, c'est qu'en fait, on a l'hypersensibilité, c'est un peu, on a un meilleur outil pour capter plus d'informations et tout ça. Alors après, effectivement, si on se laisse submerger et qu'on prend toutes ces informations sans savoir qu'en faire et tout ça, bah, ça devient quelque chose qui alourdit, alors qu'en fait, c'est quelque chose qui devrait beaucoup mieux nous aider, nous guider et nous faire conscience de ce qu'on vit, puisque c'est que du plus, en fait. Et à partir du moment où on l'accueille et de manière un peu, sans stress, quoi, enfin, qu'on l'accueille de façon fluide, ben, on se rend compte que c'est que des cadeaux, c'est que du cadeau. Et puis même le côté que tout ce qu'effectivement ce qu'on peut recevoir qui est négatif, ça va être plus négatif, mais à la fois c'est quelque chose de positif parce que ça comme on va le ressentir plus fort, on va plus facilement s'en détourner que quelqu'un qui le ressent moins fort et donc qui peut l'accepter. Donc on va plus facilement rejeter ce qui est mauvais pour nous parce que ça va nous impacter plus fort. Et même ça, au final, qui est vécu de manière très douloureuse, c'est quand même un élément positif. Ça nous permet de nous extraire de situations toxiques, par exemple, parce qu'on va les ressentir plus vite, plus fort. On va ressentir le négatif plus fort. Ça nous permet de nous en éloigner. Et je rajouterais, arrêter d'avoir peur. C'est-à-dire que, en fait, depuis toujours, on a un peu peur de tout, les hypersensibles, parce que, voilà, on a peur de souffrir, on a peur de se retrouver dans des situations délicates, on a peur de retomber sur des personnes toxiques. Voilà, on a constitué notre fonctionnement sur la peur. Et moi, tout ce que j'ai essayé de faire depuis 7 ans, grosso modo, c'est justement de me débarrasser de mes peurs et de me mettre dans des situations qui ne sont pas dangereuses, mais qui sont hors de ma zone de confort. Et faire en sorte au maximum, voilà, de me débarrasser de mes fausses croyances et de faire en sorte de me dire, OK, eh ben, je vais faire un truc que j'aurais peut-être pas fait il y a encore quelques années et de me retrouver dans des situations que je ne contrôle pas forcément et donc de lâcher prise en allant dans des situations ou vers des gens qu'on n'aurait pas forcément, vers qui on n'aurait pas été quand on était dans notre état de protection ancien. Et moi, je prône vraiment arrêter d'avoir peur parce que, évidemment, qu'il faut savoir se protéger, mais la plupart du temps, on risque pas grand-chose. Merci Maurice. Je vois qu'on arrive gentiment vers les midis, puis un hypersensible qui a faim, c'est pas bien. Mais je voulais demander à Jean-Michel si on a manqué des questions dans le chat, où il y a des choses qui ont besoin encore d'être discutées avant qu'on fasse un tour de clôture. Alors, j'aimerais bien revenir sur vice-versa et j'aimerais savoir ce que chacun de nos intervenants pense de vice-versa. Est-ce que vous utilisez ce film pour dire, voilà, si tu veux savoir ce que c'est une émotion, lis mon livre évidemment, mais tu peux regarder vice-versa parce que c'est un film très intéressant qui permet de comprendre l'impact des émotions et en quoi les émotions doivent travailler ensemble plutôt que lutter les unes contre les autres. Voilà, c'est la question. On parle du dessin animé Inside Out, c'est ça? Inside Out en anglais, oui. Ok.
qui veut parler du dessin animé ou des personnages qui étaient dans la tête. Moi, j'ai rien d'autre Moi, à je l'ai- en... Ouais, Oui, pardon, j'ai rien vas-y, d'autre à en je dire en t'en prie. plus. Vas-y, Maurice, parce qu'en plus, moi, je disais juste Non, que non, j'avais moi, rien. c'est un film que j'ai vu il y a quelques années qui effectivement m'a marqué parce que c'était extrêmement juste, mais j'ai envie de renvoyer à quasiment tout ce que fait Pixar généralement. C'est-à-dire qu'il travaille tout le temps sur, à la fois sur le développement personnel, mais aussi sur la spiritualité. Et donc, en fait, le travail que fait Pixar depuis 15 ans, à chaque film, est vraiment très juste. Et c'est vrai que Vice Versa est un des plus réussis. Mais moi, j'ouvrirais surtout l'œuvre que fait Pixar et cette façon voilà, dès l'enfance, apporter des pierres essentielles aux enfants, quoi. Ouais, bah, enfin, c'est vrai que, enfin, mais c'est vrai que j'ai l'exemple du coup en tête de tous les films de Pixar comme ça inspirants. Puis récemment, je trouve Luca aussi. Enfin, je trouve qu'on peut vraiment se trouver aussi dans les profils atypiques d'hypersensibilité. Et c'est magnifique les conseils qu'il y a dans le film qui sont distillés et puis tout ce qui se révèle, un peu tout ce qu'on peut comprendre et voir dans le livre. Puis toujours cette notion, effectivement, bah, comme tu disais Jean-Michel, bah, ce que j'aime le plus dans Vice Versa, c'est le truc de faire ensemble. Et Lucas aussi, c'est de faire ensemble avec nos différences. Et puis, c'est toujours des messages vraiment très, très beaux. Mais surtout, ne pas parler de Bruno. Je ne sais pas si vous avez la référence déjà. Ça, c'est Encanto. Voilà. Daphné ou Charlotte, est-ce que vous utilisez les références à ce film dans votre cabinet, dans votre pratique? Pas particulièrement. J'avoue, je l'ai vu il y a quelques temps, ça m'avait beaucoup touchée. Mais non, je l'ai pas forcément exploité. Et il faudrait que je le regarde à nouveau parce que ça fait un petit temps et comme je réceptionne beaucoup d'informations, voilà, j'ai plus le détail en tête. En tout cas, je sais que j'avais trouvé ça très didactique sur voilà, le rôle des émotions. Je m'étais dit, tiens, pour les enfants, c'est génial. Et même pour les personnes qui n'ont pas cette habitude d'être dans l'accueil et l'acceptation des émotions et des messages qu'elles ont à transmettre, des besoins associés. J'avais trouvé ça génial, mais j'ai plus le détail en tête, donc non, je ne l'utilise pas forcément. Mais merci pour le rappel, je vais le regarder à l'occasion. Pareillement, en fait, ah voilà, je te revois, Christine. Pareillement, en fait, non, c'est pas. Je l'ai vu quand il est sorti, ce film, mais je ne vais pas l'utiliser dans mon accompagnement pour parler des émotions, en fait. On va plus utiliser des métaphores, mais pas forcément vice-versa, que j'avais adoré, que j'avais regardé à la maison. Enfin voilà, vraiment, non, je ne l'utilise pas. Effectivement, sur le plan de la théorie, si on regarde le processus des émotions au niveau psychologique et physiologique, on est dans le vrai. Mais ce qu'on a un petit peu dit toute la journée, c'est que c'est très individualisé. Donc, quelque part, même si le standard il est le même pour tous, le dialogue intérieur il sera unique. Ce qu'on va en faire à l'extérieur, ce sera extrêmement unique. Et puis, la manière dont on s'exprime et qu'on échange, effectivement, ça aura aussi d'autres manifestations. Ouais. J'aime beaucoup faire référence à des films pour d'autres raisons, voilà, sous forme de métaphores par rapport à des histoires, des personnages, mais pas forcément vice-versa pour l'explication des émotions. Alors, parce qu'on parle de films, moi, il faut quand même que j'avoue, Maurice, que ça fait 1 an que je me demande comment tu regardes des films d'horreur. 1 an. Alors, c'est marrant, mais c'est vrai que moi, je suis un fanatique des films d'horreur et je ne me l'explique pas. Je pense que c'est ce besoin de me provoquer des émotions fortes voilà, qui fait que j'aime les films d'horreur. Après, pour être franc avec toi, Christine, plus je vieillis, plus finalement, j'en regarde moins parce que voilà, j'ai moins besoin aujourd'hui. Je dirais que le frisson, j'essaye de me le trouver dans ma vie de tous les jours, quoi. Et que c'est pas évidemment que des frissons d'horreur, mais des frissons, des émotions fortes. Donc, j'ai plus besoin de ça. Peut-être que c'était une façon, dans cet univers très protégé que je m'étais constitué étant plus jeune, de me provoquer des émotions fortes. J'en ai moins besoin aujourd'hui.
Ah, c'est bon. Merci. Ouais, ça fait référence à la table ronde de l'année dernière où je me suis justement dit, mais c'est pas possible. Moi, rien que le souvenir de l'effroi des films d'horreur que j'aurais pu entrevoir que mon frère regardait quand j'étais petite, rien que ça me pousse déjà à me dire que je peux pas en regarder un autre et que c'est même pas possible. Mais par contre, j'ai quand même entendu qu'il faut se mettre au défi et puis sortir de sa zone de confort. Peut-être que ça pourrait en faire partie, parce qu'évidemment, on sait qu'on gagne à la fin, on peut éteindre la télécommande, hein, c'est bon, on peut éteindre la télévision, mais quand même. Mais quand même, c'est beaucoup d'émotions. Oui, mais ce qui est intéressant, c'est de se dire, euh, on est tellement différents, tous les hypersensibles. C'est-à-dire que c'est effectivement, hein, il y en a qui ne peuvent pas regarder de violence à la télévision ou de films d'horreur, voilà, et puis d'autres qui ont besoin de se nourrir de ça parce que ça provoque chez eux des émotions fortes. Mais c'est vrai on est tellement différents les uns les autres et en même temps tellement similaires. Ça, c'est quelque chose qui me fascine. Plus je découvre l'hypersensibilité, plus je suis frappé par nos différences et nos points communs. Une belle raison d'aller vers les autres pour découvrir ce qui les rend uniques à soi, ce qui les rend complètement différents et puis comment ils vivent la même chose autrement. Je crois que c'est un peu comme les crues du Nil, c'est-à-dire que parfois on a besoin de se laisser submerger par les émotions pour pouvoir devenir plus fertile sur l'imagination ou le fait de pouvoir faire descendre d'autres types d'émotions. Et c'est pour ça que je regarde des films d'horreur aussi. Il doit y avoir un club quelque part. Et un groupe de soutien d'autres. Je voudrais partager que, en fait, on m'a conseillé récemment 1 ou 2 films sur des sujets très particuliers, notamment sur la perversion ou la manipulation, etc. Donc, j'ai regardé, voilà, et je m'y suis mis un petit peu pour comprendre vraiment les fonctionnements, certains fonctionnements, etc. Et donc, c'est vrai que ce sont des choses où finalement, voilà, faut pas oublier qu'on est confortablement chez soi, qu'on n'est pas dans le film et que, voilà, que mettre une forme de dissociation et qu'effectivement, vous n'êtes pas dedans, quoi, mais on est à l'extérieur et que du coup, parfois, regarder, ça peut participer au défi, effectivement, qu'on se met pour affronter certaines choses. Comme ça, quand on l'a dans la réalité, après, et ben, finalement, on est plus à même de s'y confronter. Et donc, voilà. Mais les émotions, c'est quoi aussi, pour rejoindre ce que disait Maurice, c'est que les émotions, regarder des films d'horreur pour vivre des émotions, les émotions, c'est la vie à l'intérieur de soi. C'est vraiment la vie. Donc, vouloir ressentir des émotions, c'est normal parce que c'est se rappeler qu'on est en vie. Et ça, c'est extrêmement important. C'est surtout pour ça qu'il ne faut pas les réfréner parce que c'est la vie en soi. Et donc, du coup, ben, c'est vraiment se sentir vivant, en fait. Sinon, à quoi bon vivre cette vie si on réprime tout et qu'on veut que ce soit la ligne bleue des Vosges, quoi. Enfin, voilà, s'il ne se passe rien. J'aime bien cet élan au courage. Ça me paraît une bonne manière de terminer la matinée en sachant qu'il y a peut-être des personnes qui devront faire le voyage parce qu'on espère vous retrouver ce soir à Lausanne. Et puis, voilà, pour un petit peu arriver à la fin de cette rencontre de ce matin, on va faire un petit tour de table ou un tour d'écran. Et puis, si vous voulez nous laisser avec vos pépites, avec vos richesses à partager avant de s'en aller. Moi, c'était juste déjà vous dire merci, merci de me convier à vos tables rondes parce que à la fois j'apprends beaucoup et puis ça me rassure aussi de me dire ah c'est chouette que voilà on est des personnes très différentes et tout ce dont on parle me parle tellement que voilà ça me rassure et ça m'intéresse. Non, moi ce que je souhaite à celles et ceux qui nous écoutent, c'est vraiment de profiter de cette hypersensibilité. Une fois de plus, c'est pas l'hypersensibilité le problème, ce sont les défenses qu'on a mis en place
qui sont un problème. Donc, l'hypersensibilité en soi est plutôt vraiment une richesse. Et je souhaite à chacune et à chacun de pouvoir en profiter au maximum et surtout de faire partager cette hypersensibilité et de ne pas la garder pour soi. Voilà. Merci Maurice. Merci. J'ai l'impression depuis 2 ans d'enlever mes roulettes et puis je suis rassuré parce que je sais que vous êtes à mes côtés et que vous ne me laisserez pas tomber. Et ça, pour moi, c'est très, très précieux, chacun des événements qu'on fait tous ensemble. Et puis, ça va faire très longtemps maintenant qu'on n'a pas fait ça fait 1 an et demi qu'on ne s'est pas vu en vrai, en public pour un événement et je me réjouis tellement de cette journée par avance que c'est génial. Donc, merci à vous 5 et à tous ceux qui sont venus ce matin. Merci Jean-Michel. Moi, je dirais oser voir le cadeau caché en toute chose. Et ça, le regard que vous porterez sur la vie changera tellement la vie que vous mènerez de par ce que vous vibrerez. Et si j'avais, je dirais, un mot de la fin, ce serait vraiment ça. Et en tant qu'hypersensible, vous êtes un cadeau pour ce monde. Et offrez-le et n'ayez plus peur. Enfin, au contraire, c'est magnifique. Et moi, c'est ça que j'ai osé vibrer ce cadeau que vous êtes. Et ça donnera envie à d'autres personnes de suivre ce même chemin de cœur, d'ouverture, de partage. Et c'est là qu'on ira vers un monde qui fait vraiment sens pour nous tous et qui est déjà présent dans nos cœurs. Merci Daphné. Et merci encore de m'avoir permis de partager ce beau moment avec vous tous. J'en suis vraiment ravie et honorée. Merci. Merci à toi. On n'imagine pas sans toi. Oui, merci. Voilà, je termine. Et vraiment, merci pour cette invitation et pour cette invitation spontanée, Alban. Et vraiment à tous sur Essence, Christine, Jean-Michel, pour cette organisation-là et ce temps passé, 1h30 ensemble sur l'hypersensibilité, ce jour de l'hypersensibilité. Et s'il y a un message que j'ai vraiment envie de donner pour que ce soit la suite un petit peu de ce que j'ai pu partager tout à l'heure, c'est que je pense vraiment qu'en fait, les hypersensibles, ce sont les humains de demain et nos enfants, ce sont les citoyens de demain. Donc, c'est pour ça que c'est très important d'accueillir la sensibilité de nos enfants parce que ce sont les citoyens de demain et accueillir leur hypersensibilité, c'est aussi commencer à créer le monde hypersensible de demain. Et c'est très important. Je vais laisser le mot de la fin à Alban et rebondir sur ce que tu viens de dire, Charles, parce qu'évidemment, je me dis, mes enfants, ils avaient bien raison de se lever à 4h30 parce que c'est quand même une journée formidable. Et puis qu'on passe vraiment un moment formidable. Et puis qu'est-ce que ça fait du bien, ces connexions à cœur ouvert, comme vous en parliez tout à l'heure. Merci de votre présence, merci de votre générosité surtout, vraiment, de votre générosité, parce que c'est pas que du partage théorique, c'est pas que du partage pour la promotion, c'est vraiment du partage pour développer ce lien et puis inviter à ce lien au-delà de ce qu'on peut partager sur un Zoom. Merci vraiment beaucoup. Merci à toi, Christine. Je n'ai pas trop envie de rebondir sur ce qu'a dit Charlotte, parce qu'elle l'a tellement bien dit, donc j'ai juste envie de dire que je suis totalement solidaire avec toi, avec tes propos, et puis que vraiment, si je peux juste les amplifier. Je ne dirai pas plus, je dirais un grand merci à tout le monde qui était connecté ce matin durant cette 1h30 que nous avons partagé. Et puis, je souhaite une merveilleuse journée de l'hypersensibilité à tout le monde. Et puis, je dis à tout à l'heure pour ceux qui seront à Lausanne, avec lesquels on se retrouve tout à l'heure, pour continuer à célébrer cette journée. Et puis voilà, il y a d'autres, il y a Clarisse notamment qui est connectée, qui organise une rencontre, notamment en Bretagne. Donc il y a peut-être d'autres gens comme ça qui font peut-être des trucs comme ça pour réunir, pour continuer de célébrer comme ça dans la journée. Et voilà. Et puis c'est célébrer sa sensibilité, la sensibilité du monde, la sensibilité des autres, la sensibilité du vivant. Donc bonne célébration à tous et à tout bientôt. Merci, à bientôt. Merci, au revoir. Merci à tous.